que je vous propose, c'est qu'on accueille Martin et Mélissa pour leur présentation. Donc ce sont nos collaborateurs et ils vont vous révéler un petit peu les secrets qui se cachent derrière notre atlas Covid-19 que vous avez sûrement dû voir sur notre site web ou sur nos réseaux sociaux. Et ils vont vous révéler un petit peu tout ce qui se cache côté R&D, data préparation, etc. Voilà, donc moi je suis le seul à avoir le droit d'enlever mon masque dans cette salle, donc c'est parfait. Voilà, avec Mélissa, on va vous présenter le travail qu'on a fait pour réaliser l'Atlas Covid-19. Donc c'est un atlas de suivi un peu de l'épidémie au niveau de la France et au niveau du monde. Donc on va vous présenter ça. Donc moi je suis géomaticien de formation. Et Mélissa, toi tu es statisticienne, donc tu as une approche un peu plus poussée sur les chiffres. Voilà. Donc avant de rentrer dans le dur, un peu dans le détail technique de comment on a réalisé l'Atlas, donc avec ce qu'on appelle la data prep, on va se demander pourquoi une carte, pourquoi on a fait un atlas et à quoi ça sert la cartographie statistique dans le suivi d'une épidémiologie, en fait, dans un risque épidémiologique. Donc là, je suis remonté un peu loin en arrière. Je vais vous montrer un peu la première étude de cas qui existe. Donc c'est John Snow qui a fait cette cartographie sur l'épidémie du choléra en 1854 à Londres. Donc ça, c'est vraiment le premier cas qu'on nous a appris à la fac. C'est un exemple que je ressors de mes années de fac. Qu'est-ce qu'a fait John Snow pour un peu étudier cette épidémie? C'est qu'il a, plutôt que d'aller avec les théories médicales qui avaient cours à l'époque, il a recensé tous les cas mortels de choléra qui ont pu apparaître à Londres, et il les a mis sur une carte. Et donc il a fait cette petite carte avec déjà des symboles proportionnels. Si vous connaissez Arctic, c'est un peu notre symbole de base. Et il les a mis sur une carte. Et il a également mis sur une carte les points d'eau sur lesquels s'approvisionnait les gens, parce qu'il n'y avait pas l'eau courante, évidemment, à l'époque. Et donc, il a pu établir une corrélation comme ça entre points d'eau et cas mortels de choléra. Et donc, avec sa carte, il a pu démontrer sa nouvelle théorie, qui n'était plus la théorie des miasmes qui avait cours jusqu'à présent, qui datait un peu de l'Antiquité, mais en avant plus une approche du microbe. Donc voilà, les gens se contaminaient au choléra par l'eau, qui était en fait un système d'eau qui était vraiment désuet et qui pompait directement en fait dans les égouts. C'était une autre époque. Donc, grâce à la cartographie statistique, il a pu influencer sur la diffusion politique qui était derrière. Donc, avec ça, la ville de Londres a décidé d'entamer, avec ça, c'est un peu, on prend des raccourcis, quoi, mais ça faisait partie, en gros, de ça, d'entamer des grands travaux pour construire le premier réseau d'égouts moderne, en fait, du monde. Donc voilà, on était en pleine époque victorienne au Royaume-Uni, donc avec les grandes stations de pompage qui existent encore à Londres et tout. C'est vraiment... Donc voilà, la base un peu de tout ça, à quoi sert la carte dans ce suivi-là, c'est à changer un peu de vision sur ce qui nous arrive, à prendre un pas de côté. Et voilà. Et donc, ça, c'est vraiment le premier cas célèbre de qui a fait le premier cas géodécisionnel, on va dire, sur une épidémie. Donc évidemment, aujourd'hui, on n'est plus en 1854, les choses ont un peu évolué. Aujourd'hui, on a l'open data. Ça a un peu changé, ça change tout, parce que aujourd'hui, on a la donnée à disposition à profusion, peut-être même un peu trop des fois. Donc ça revient à des gens comme nous de pouvoir la traiter. Donc ça va être la slide d'après, la data prep. Mais voilà. Donc aujourd'hui, on est dans un écosystème d'informations abondante et disponible pour tous.
Donc ça sort pas de nulle part, hein, quand même. On a la directive Inspire, donc qui est une directive européenne, qui en 2007, il me semble, a un peu poussé le thème de l'open data en Europe, et en France en particulier. Donc sur DataGouv et Santé publique France, qui sont nos deux sources principales aujourd'hui de données statistiques, hein, sur l'épidémie de Covid. Et donc on a ces chiffres qui nous arrivent et qui ne sortent pas de nulle part, hein, en fait. On a depuis 2007 cette directive qui force les États, on va dire, à publier et à ouvrir leurs données pour que puissent être accessibles un peu pour tous, quoi. Donc avec ces deux directives, voilà, donc sur DataGouv et Our World in Data, excusez mon anglais, c'est pas terrible. Ce sont vraiment nos deux sources pour avoir construit la carte sur l'épidémie de coronavirus, donc sur le Covid-19. Et voilà. Et donc on a également profité, enfin on n'est pas tout seul, hein, dans cet écosystème, on n'est pas les seuls à faire des cartes sur le Covid-19. Vous connaissez bien sûr le site Covid Tracker avec Guillaume Rosier, qui a été son fondateur et qui a été décoré de l'Ordre national du mérite, hein, dernièrement. Donc comme quoi c'est un peu à la mode. Donc il a pu construire grâce à ces données, mais il a aussi forcé un peu, on va dire, le gouvernement à publier des données plus à jour. Il n'a pas arrêté un peu de les harceler pour qu'ils publient vraiment des données qui intéressaient, voilà, la population, parce qu'au début c'était pas ça, hein. Donc on a aussi profité de ce travail-là pour avoir des sources de données qui sont fiables et qui sont suffisantes, quoi. Donc voilà, après Covid Tracker, il a fait vite ma dose, ce qui nous a permis d'aller nous faire vacciner, donc c'était quand même pas mal aussi. Et donc voilà, donc dans cet environnement, dans cet écosystème de données, on a pu prendre des décisions. Donc nous, on a fait des cartes Covid, mais le gouvernement, vous avez tous vu ces cartes, hein, Olivier Véran qui les présentait en conférence de presse, avec voilà, les circulations de virus. Il crée des indicateurs qui mélangeaient circulation de virus, tension hospitalière, etc. Et donc ça, c'est quelque chose qui a quand même un peu gouverné nos vies pendant un an, hein, voire un peu plus, et puis on n'en est pas tout à fait sorti encore. Donc voilà, la carte sert beaucoup, notamment dans la décision politique. Donc une fois qu'on a dit ça, bon, c'est un peu justifié notre travail, c'est bien. Je vais vous montrer comment, chez Arctic, on a fait notre carte. Voilà. Parce qu'on est quand même des cartographes, donc des créateurs de cartes. Et donc nous, on a fait ça grâce à ce qu'on appelle la data prep. Donc on était, parce que, alors je vous ai montré, on a beaucoup de données, la donnée disponible, la provision, mais encore faut-il pouvoir la traiter. Aujourd'hui, on a de multiples sources, il faut les choisir, et il faut les traiter, quoi. Et donc au début, qu'on a commencé à faire cet atlas, on n'était pas dans de la data prep, on était plus dans, on téléchargeait des fichiers un peu tous les jours, on les mettait sur les serveurs, et ça posait des problèmes parce que c'était difficile à traiter, et ça prenait beaucoup de temps, c'était très chronophage, et surtout les fichiers changeaient un peu de tête un peu tous les jours. Et du coup, voilà, j'ai eu quelques collègues en souffrance avec ça. Donc on a décidé de passer à la data prep. Et la data prep, c'est quoi? C'est passer ces données, en gros, dans une base de données pour pouvoir l'exploiter plus tard. Alors comment on fait ça? Bon, là, je vais rentrer un peu plus dans le détail, un peu plus technique. Comment on fait ça? On a une tâche planifiée qui va lancer un script tous les jours sur notre serveur qui héberge l'article plateforme. Donc on a une tâche planifiée qui va lancer un script de téléchargement de ces fichiers sources. On va les renommer et ensuite on va avoir des alertes pour nous dire si est-ce qu'on a bien téléchargé tous les fichiers qui nous vont bien ou pas. Et donc ça nous envoie des emails. Et l'étape d'après, c'est l'intégration dans une base de données. Et ça c'est pareil, on a une alerte pour nous dire si l'intégration s'est bien passée ou pas. Et donc si ça s'est pas bien passé, on appelle l'expert Arctic, donc c'est moi et Mélissa maintenant,
pour aller corriger le problème. Donc le problème, en général, ce sont des fichiers qui changent de format, qui évoluent, des nouveaux indicateurs. Donc c'est utile d'avoir cette, on va dire, contrôle d'intégration des données pour savoir si on a des nouvelles données, est-ce qu'on va nous intéresser, est-ce qu'on va pouvoir créer des nouveaux indicateurs, etc. Donc, une fois qu'on a passé cette étape de data prep, on va dire, sur le serveur, qu'on a téléchargé nos sources, qu'on les a intégrées dans la base de données, on va passer au travail sur la base de données elle-même. Et donc là, on va faire appel aux fonctions de PostgreSQL. Donc, c'est notre système de gestion de base de données relationnelle qu'on utilise dans les articles plateformes. Et donc c'est aussi de l'open source, open source, open data, tout ça va nous aide beaucoup à travailler. Et donc dans cette base de données, on va faire des opérations de jointure, on va faire des opérations de fusion, des opérations d'agrégation, des opérations de filtrage qui vont nous permettre de passer des tables d'import aux tables de production, les tables data comme on les appelle. Je sais plus comment j'appelle ça. Oui, c'est ça. Et donc, on va mettre en forme, en gros, de nos données avec des tas d'opérations spatiales ou statistiques, des calculs, etc., pour qu'on puisse les exploiter après directement dans notre carte. Donc là, il y a une petite étape voilà, technique vraiment de géomaticien, on va dire, qui va mettre en forme ces données pour pouvoir les exploiter sur une carte après. Et une dernière étape dans la data prep. Donc moi, c'est ce que j'appelle la data vise, mais ça, c'est pas encore officiel chez Arctic, on verra. Jérôme vous en parlera peut-être plus tard, cet après-midi. Une fois qu'on a notre base de données qui est prête, on a les organigrammes de cartes de données qui prennent le relais. Et donc, on va aller chercher dans nos bases de données, avec des modules de base de données. Et à cette étape-là, on peut encore faire des jointures, des calculs, des filtres, pour ensuite les donner dans des modèles de représentation. Et construire notre atlas. Et une fois qu'on a construit notre atlas, on a une dernière tâche planifiée en bas qui va générer notre organigramme qui est prêt, qui fait en fait les mêmes traitements. Donc c'est la base de données qui va lui mettre ses données à jour. Voilà. Et tous les jours à 5h du matin, il va se générer tout seul et créer la carte pour le lendemain matin. Donc là, on a un système qui nous permet d'avoir des données à jour en automatique, c'est-à-dire sans intervention humaine quasiment, à part s'il y a un problème sur un fichier d'import. Oui, bah, du coup, on va aller voir les cartes quand même, parce que je suis sûr que vous en mourrez d'envie. Donc, je vais vous montrer un organigramme qui sert pour la création de l'Atlas France. Et ensuite, on va aller voir les atlas directement. Donc, je ne vais pas vous faire tous les détails. Pour ceux qui connaissent carte et données, c'est mieux. Voilà. En gros, ça, c'est l'organigramme qui permet de faire l'Atlas France. Donc, vous voyez, ici, on a des modules base de données, donc qui vont aller chercher les données qu'on a fait dans la data prep. Et ensuite, on a quelques modules de représentation statistique. Donc ça, les bases de données ne sont pas encore... voilà, des opérations de discrétisation, par exemple, on ne sait pas trop les faire avec Postgre, donc on les fait dans l'organigramme. Donc on a une belle complémentarité, là, on va dire. Et ensuite, on a directement les modules de représentation. Donc, pour ceux qui connaissent carte et données un peu, là, vous voyez un organigramme qui est très épuré. On n'a pas de module qui fait de traitement de données. On a uniquement sa donnée et sa représentation, en gros. Donc ça, c'est ce que permet de faire la data prep. Et c'est ce quoi on va tendre avec les prochaines évolutions de l'article plateforme. C'est ce quoi on va tendre dans les mois, années qui viennent. Peut-être pas sous ce format-là, mais c'est l'idée en tout cas. Et donc dans cet organigramme, on peut en ouvrir un, juste pour vous montrer qu'on peut continuer à faire des requêtes ici. Voilà. Donc ça, on a des requêtes ici temporelles, on va dire, avec les dates,
qui vont aller chercher et mettre à jour automatiquement des données à J-5, J-7, etc. pour qu'on ait vraiment rien à faire de ce côté-là et que tout se passe directement. Je ne veux pas vous assommer avec le code SQL, c'est pas très intéressant. Mais voilà, je voulais juste vous montrer cet organigramme qui est somme toute assez épuré pour les atlas qu'on a pu faire. Donc je vais aller maintenant vous montrer directement les atlas. Donc pour ceux qui les connaissent ou ceux qui ne les connaissent pas, de toute façon, ils sont disponibles directement depuis notre site internet, hein, c'est sur la page d'accueil. Vous pouvez aller les voir. Donc on a ici un petit message pour rappeler nos sources. C'est important, hein, c'est ce que je disais dans les 2 slides précédentes. Nous, on ne crée pas les données, on les exploite. Juste ici. Et donc, on a pu faire des cartes très intéressantes avec notamment le taux d'incidence qui, comme vous le savez, est pas trop mal en ce moment. Donc voilà, sur la région centre, on est à 14,5. Donc voilà, pour l'instant, on est bien. Donc c'est voilà, une analyse sur une semaine du taux d'incidence. Donc c'est voilà, pour 100 000 habitants, l'incidence du virus, quoi. Donc on a pu créer plusieurs indicateurs comme ça, notamment sur les tests. Donc on a pas mal de données sur les tests, avec, vous voyez ici, une évolution globale du nombre de tests positifs sur 15 jours. Donc, vous voyez, on est sur une courbe descendante. Et on a également des graphiques par département. Donc on peut suivre vraiment finement comme ça l'évolution de l'épidémie, département par département ou au niveau de l'échelle nationale. Donc on a beaucoup d'indicateurs, on a les tests positifs cumulés, les tests réalisés. Bon, les taux d'incidence, ça c'est vraiment... ces deux indicateurs sont vraiment très utiles pour le suivi de l'épidémie. C'est ce qui donne les cartes du gouvernement, hein, pour savoir si on a le droit de sortir ou pas, en gros. Ça, plus le taux d'hospitalisation. L'évolution des cas positifs, bon, vous voyez, on est tous... même en région parisienne, tout descend. Et le R effectif, donc ça c'est un indicateur important aussi, c'est pour savoir, voilà, est-ce que si le R est supérieur à 1, l'épidémie se développe, s'il est inférieur à 1, l'épidémie régresse. Et donc on est un peu dans le vert un peu partout en France. Là, il y a uniquement la Martinique, il me semble, qui est reparti un peu cette semaine-là au-dessus. Mais c'est aussi, je sais pas, on voit également dans les Landes que le variant Delta ici je sais plus où c'est, voilà, c'est ça. Hop. On va aller fermer cette petite fenêtre là. Voilà, c'est ici uniquement dans les Landes où on est repassé au-delà des 50 pour 100 000 pour le taux d'incidence. On a également des données de suivi d'indication sur les vaccins. Donc par département, on peut suivre un peu le nombre de vaccinations en seconde injection, en première injection. Et on a également les centres de vaccination. Donc si vous voulez aller vous faire vacciner, vous pouvez aller sur l'Atlas, choisir un centre de vaccination, là par exemple le Vinci à Tours, j'en prends un que je connais. Et ici, vous avez les horaires et vous pouvez aller directement sur le site web pour... donc ça ramène sur Doctissimo et vous pouvez prendre rendez-vous directement, un peu comme ça. Donc Guillaume Rosier a fait ma dose, nous on a fait l'Atlas Covid, donc vous pouvez aussi prendre des rendez-vous ici. Il y a un petit aspect cartographique qui est pas mal. Voilà, donc on a aussi des indicateurs de données hospitalières. Bon, je ne vais pas passer dessus. Et on a également aujourd'hui, on va zoomer aussi, on a fait une animation, donc ça c'est pas mal, c'était pour voir le développement de l'épidémie, donc ça c'est assez graphique, ça plaît pas mal en général. C'est mis à jour tous les 15 jours le nombre d'évolutions par département, et on a les chiffres depuis mars 2020 il me semble. Voilà, c'est ça. Donc voilà, on voit bien la première vague, on régresse après le premier confinement. Donc là, on va voir en octobre-novembre la deuxième vague, le plateau qui nous attend depuis, voilà, et le plateau qui a duré jusqu'à très récemment. Et là, on est redescendu.
Donc voilà, ça c'était la carte France. On va passer rapidement sur la carte monde, je vais vous la montrer. On a également le R effectif au niveau monde, donc ça c'est intéressant. Alors au niveau monde, il faut faire un peu attention, être un peu plus critique avec les données sur certains pays, hein, notamment. Donc voilà, hein, Russie, Brésil, Chine, enfin on sait. Hein, voilà, tous les pays un peu autoritaires, se méfier de leurs données, c'est toujours pas mal. Ils sont pas encore l'open data, eux. Voilà, donc on a les personnes vaccinées, les taux de vaccination. Voilà, donc en France, on est à 47,73 en première injection et en deuxième injection, voilà, on est à 25,51. Donc ce qui est un peu dans les normes européennes. Il y a les Anglais, on le sait, et Israël qui sont en avance, et les États-Unis. Mais bon, sinon on n'a pas non plus. On est un peu moteur quand même au niveau mondial de ce cas-là. Donc c'est pareil, ici une animation des cas de Covid dans le monde. Donc là, on voit dernièrement que c'est l'Inde, hein, qui est le principal foyer. Vous voyez ici, hop. Donc qui s'est développé voilà, qui a explosé ces derniers mois. Donc voilà. Bon. Donc voilà, c'était l'atlas qu'on a créé sur l'épidémie de Covid. Je vais repasser au PowerPoint. Ça doit être celui-là. Ouais. Je ne me suis pas mis sur la bonne diapo, tant pis. Je vais reprendre ça. Alors oui, pour conclure sur carte et données, donc je vous ai montré que la data prep était déjà possible avec carte et données. Il faut être un peu expert, il faut être géomaticien pour l'instant. Donc le but des évolutions qu'on va faire, que Jérôme va vous présenter cet après-midi, c'est que ça ne soit plus réservé aux seuls data scientists et aux géomaticiens, mais que ça soit plus à la portée d'un utilisateur qu'on aura formé sur quelques jours, hein, forcément. Mais que ça soit un peu à la portée de tous, à la portée de nos experts en tout cas, qui sont créateurs d'atlas dans les articles plateformes. Et voilà, donc un atlas Covid qui est mis à jour en automatique. Et donc on a pu suivre l'évolution de l'épidémie, vous avez pu la suivre avec nous sur nos outils et sur nos produits. Et donc une fois qu'on avait fait ça, ça nous a donné envie un peu d'approfondir cette thématique. Donc là, ça va être ma partie transition avec le travail de Mélissa, qui elle donc est statisticienne, comme je le disais, et qui a fait un travail sur un autre territoire, donc sur les États-Unis, pour aller chercher plus les facteurs de propagation de l'épidémie, non plus seulement suivre son évolution, mais essayer de savoir pourquoi et comment le Covid se développe sur tel et tel territoire. Donc je te passe la parole. Oui. Donc bonjour à tous, je m'appelle Mélissa Billon, je suis en Master 1 économiste d'entreprise à Tours et je suis stagiaire chez Arctic depuis début avril. Donc je vais vous expliquer rapidement le travail que j'ai effectué jusqu'à maintenant. Donc la principale mission de mon stage, c'était d'effectuer des études statistiques sur les données de Covid-19. Donc ma principale mission, c'était d'identifier les facteurs qui étaient en relation avec la propagation de l'épidémie aux États-Unis. Donc on voulait identifier le degré d'influence des facteurs et qu'est-ce qui fait que dans une zone, la concentration de cas de Covid est plus importante que dans une autre. Donc ce genre d'études, ça permet d'aider à comprendre mieux l'épidémie. Ça permet aussi de faire susciter les problèmes qu'il y a dans un pays, comme les inégalités par exemple. Et enfin, ça permet de mieux comprendre pour se préparer aux prochaines épidémies qui arrivent. Donc
J'ai travaillé sur les États-Unis parce que ça me semblait intéressant, parce que donc, tout d'abord, il y a des données qui ne sont pas accessibles en France, comme par exemple des données qui portent sur la religion. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'exploiter ces données-là. Ensuite, j'ai fait un travail plus précis, donc j'ai travaillé sur les comtés américains, donc c'est l'équivalent des municipalités en France. Pour le choix des variables, j'ai choisi celles qui étaient les plus adaptées, qu'on connaît, qui sont connues pour avoir un lien avec la propagation de l'épidémie. Donc j'ai choisi des données socio-économiques comme par exemple les revenus, certaines maladies comme le diabète, l'obésité, l'espérance de vie, etc. Donc maintenant je vais vous parler des différentes étapes de réalisation de mon étude. Donc tout d'abord, j'ai préparé moi-même la base de données. Donc c'est moi qui est allé constituer mes données. Donc j'ai recherché tous les fichiers, ces fichiers qui proviennent exclusivement de sites gouvernementaux. Ensuite, j'ai utilisé un système de base de données, un système de gestion de base de données relationnelles, donc PostgreSQL, donc qui m'a permis de faire les traitements pour me constituer une seule base de données. Ensuite, j'ai utilisé donc le logiciel cartes et données pour pouvoir effectuer une visualisation, parce qu'on sait qu'une carte, ça permet de tirer beaucoup d'enseignements par rapport à un simple graphique. Et enfin, j'ai mis en application les méthodes que j'ai apprises à la faculté. Donc, j'ai fait de la statistique descriptive, de l'analyse de données exploratoires et de la classification. Donc maintenant, je vais vous expliquer un peu comment fonctionne une des méthodes que j'ai utilisées pour mon étude. Donc, ça s'appelle l'analyse en composantes principales. Donc, on dit souvent ACP. Donc, l'objet de l'ACP, c'est de synthétiser l'information qui est contenue dans une large base de données. Donc celle-ci, c'est la mienne, c'est un extrait où j'ai sélectionné les 10 premières lignes. Voilà. Donc comme on veut faire de la réduction, on perd de l'information. Donc l'utilité, c'est de construire de nouvelles variables, donc appelées composantes principales ou axes factoriels, donc qui va permettre de synthétiser l'information. Et ensuite, on va pouvoir effectuer une représentation sur un plan avec les axes qu'on a retenus. Donc, c'est souvent les deux premiers axes qu'on retient parce que ce sont eux qui conservent le plus d'informations. Donc ensuite, après avoir fait une ACP, on obtient les deux graphiques suivants. Donc tout d'abord, on a le nuage des comtés, donc qui permet de montrer les représentations des différents comtés selon les axes. Les coordonnées positives d'un comté montrent que les valeurs, par exemple, qui portent sur les revenus ou l'espérance de vie sont plus... non, je vais d'abord parler du cercle des corrélations. Donc, le cercle des corrélations, ça permet de montrer les variables qui sont plus ou moins liées. Donc, on a l'axe 1 qui correspond à la première dimension, qui est horizontale, l'axe vertical qui correspond à l'axe 2. Et donc, c'est un cercle où chaque flèche représente une variable. Et les variables qui sont positives, orientées vers la droite, ce sont les variables où, par exemple, le taux d'obésité pour les femmes est élevé. L'éducation, c'est une variable sur la proportion de personnes qui n'avaient pas le bac. Donc, toutes ces variables sont corrélées ensemble. Donc on voit bien que l'éducation, la pauvreté, l'obésité sont corrélées positivement. Et de l'autre côté, on a les variables qui sont corrélées négativement si on prend l'axe dans son intégralité. Donc on a l'espérance de vie, par exemple, qui est corrélée négativement avec l'obésité. Donc après ça, on peut faire le nuage des comtés. Donc c'est exactement les mêmes axes. Donc quand on regarde, par exemple, on a un point qui est le comté numéro 22035 à droite. Donc ça signifie que ce comté-là, il a des valeurs importantes pour les variables qui sont situées à droite sur le cercle des corrélations. Donc ce comté, il correspond à un comté de la Louisiane, c'est-à-dire que c'est l'un des comtés les plus pauvres. Et c'est là où le taux d'éducation est très faible, la pauvreté est très importante, etc.
Ensuite, je vais vous montrer l'atlas final que j'ai fait avec cette classification. Donc, c'est les résultats de l'ACP que j'ai transférés sur cette carte et ensuite que j'ai fait une classification où on peut voir une division des États-Unis en deux parties. Donc, la partie en bleu, c'est la partie où les comtés ont généralement des revenus plus élevés, une espérance de vie plus forte. Et les comtés en jaune, ce sont ceux où il y a de la pauvreté, de l'obésité, des maladies, etc. Et on remarque qu'il y a beaucoup plus de cas dans la zone en jaune, même si néanmoins ça reste à nuancer. Donc voici l'atlas que j'ai réalisé avec le logiciel Carte et Données. Donc j'ai fait plusieurs sous-parties. Donc la première sous-partie, c'est sur les cas de Covid-19. Donc le premier indicateur, c'est le taux d'incidence. Ensuite, j'ai superposé le nombre de cas cumulés jusqu'au 31 août 2020. Et après ça, j'ai tous les indicateurs que j'ai réunis. J'en ai pris une dizaine sur la vingtaine que j'ai choisie pour mon analyse. Donc par exemple, il y a l'espérance de vie. Donc j'ai appliqué une discrétisation pour pouvoir mieux se rendre compte des disparités. L'obésité. Et sur certaines variables, j'ai mis des histogrammes pour comparer plusieurs taux, comme par exemple les données sur les ethnies. Donc j'ai déjà mis le taux de population des personnes noires et ensuite j'ai fait un histogramme qui regroupe d'autres ethnies pour qu'on se rende compte un peu sur l'éducation, la pauvreté, etc. Et j'ai le résultat de mon ACP. Voilà, et maintenant le travail qui me reste à faire, ça va être d'effectuer une comparaison avec une étude qui a déjà été faite par Hervé Théry, qui est une comparaison entre les États-Unis et le Brésil. Donc ça va être d'étudier les facteurs, quels sont les facteurs qui sont similaires entre les deux pays, et voir si on a de grandes disparités pour tirer des conclusions. Oui, effectivement. Oui, voilà. Du coup, une des autres finalités du travail de Mélissa, ça va être de comparer le territoire américain avec le territoire brésilien, avec donc les études déjà faites par Vétéry, pour voir si on trouve les mêmes corrélations, si on trouve les mêmes dynamiques entre les États-Unis et le Brésil. Voilà, pour essayer de dégager des tendances de fond et des facteurs qui seraient un peu communs au virus et non pas à l'humanité. Donc on le sait, hein, c'est pauvreté, manque d'éducation. On avait aussi des facteurs de taille de logement, de densité de population, tout ça. Donc voilà, tout ça, ça a donné l'ACP que vous a montré Mélissa. Et donc il y aura un article à apparaître sur le site d'Artic qui reprendra un peu l'ensemble des études et qui sera vraiment un article assez long et assez complet. Sur tout ça, donc vous pourrez retrouver l'analyse complète bientôt. Donc voilà, merci de votre attention. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vous a montré, sur la data prep, sur le Covid, sur Artic Platform? Donc voilà, si vous avez des questions, c'est le moment. Déjà, merci pour votre présentation. Vous avez parlé de la data prep et donc de la mise en œuvre d'une base de données avec des scripts pour aller chercher les flux de données au quotidien. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça représente comme gain de temps par rapport au fait de ne pas avoir fait ça et d'être allé chercher des fichiers à la main? Oui, alors la data prep, j'ai dû la faire en 3-4 jours. J'ai été un peu aidé par la DSI sur les aspects serveurs, les scripts, parce que je ne suis pas vraiment informaticien, donc j'ai été un peu aidé. Mais on a fait ça en 3-4 jours, la data prep plus la création de l'atlas. Avant ça prenait une demi-journée par personne. Enfin voilà, avant qu'on passe à la data prep, on avait quelqu'un chez les Cartos qui passait une demi-journée par jour à actualiser l'atlas.
Et donc, parce que oui, effectivement, passer par des fichiers plats, c'était très chronophage, c'était problématique techniquement. On avait des erreurs, hein, et donc ça passait entre deux et une demi-journée, quoi. Donc un demi-ETP pour faire un atlas, ça faisait commencer à faire beaucoup chez nous. Donc, donc voilà. Non, la data prep a un avantage indéniable, hein, c'est de pouvoir l'automatiser. Donc ça, c'est déjà un temps de gagner incroyable. On a aussi le contrôle d'intégrité des données, hein. Donc on sait quand une donnée n'est pas bonne, on sait la rejeter, surtout avant qu'elle vienne casser nos organigrammes et casser nos traitements. Donc, et on sait être alerté quand ça va pas, quoi. Donc, et ça permet aussi beaucoup d'autres choses. Ça permet de traiter des volumétries qui sont beaucoup plus importantes. Ça permet d'une performance d'affichage et de traitement qui sont incomparables par rapport aux fichiers plats. Donc voilà. Donc c'est incontournable dans l'avenir de l'informatique, dans l'avenir des systèmes d'information. Donc on sait déjà le faire, mais bon, pour l'instant c'est des experts. Moi, c'est notre rôle au pôle projet, hein, c'est de faire ça, de la data prep, plus après on fait des développements pour créer des applications entières autour de nos technologies. Mais donc on a toute la base data prep qui va être reprise par le produit et qui va être intégrée pour tous. Et donc ça, c'est une évolution super, quoi, que je vous invite à suivre avec grande attention. Alors, pour l'Atlas Covid, ce sont uniquement des données sources, ce sont uniquement des données gouvernementales qui nous arrivent via des URL, donc via Internet. Mais nous, dans la data prep, on a l'habitude de travailler avec énormément de sources de données. Donc ça peut être des bases de données externes, donc ça peut être des fichiers plats, ça peut être des bases de données, ça peut être n'importe quel flux de données qu'on arrive à traiter et qu'on arrive à centraliser dans une seule base de données unique et qui sert à la poursuite du traitement. Donc ça, en géomatique, ça s'appelle des ETL, donc Transform Load, et le E, j'ai oublié. Extract, merci. Extract, Transform Load. Donc ça, c'est une des bases de la data prep. C'est celle, chercher les données, extract, transform, les mettre en forme, et load, les pousser dans un autre système. Donc là, on fait ça via des URL, on peut aller faire ça via des API, donc aller chercher des flux de données qui seront disponibles via une API, ou alors directement se connecter à une autre base de données pour faire ça. Il suffit d'avoir les accès et il suffit d'avoir la connaissance technique pour l'intégration. Je profite d'avoir le micro en main. Quand tu parlais d'intégrité de données, Martin, tu disais que tu pouvais être alerté s'il y avait un souci avec la data. De quelle façon tu peux être alerté ? Là, on a fait ça par une alerte par mail, parce que c'est comme ça tous les matins, on a notre petit message, c'est pas mal. Mais on peut évidemment avoir un message d'alerte sous toutes les formes, hein. Ça peut être dans une interface web, ça peut être on peut afficher cette alerte un peu de toute la façon dont on veut, hein. Donc ça peut être aussi si on a un système de gestion de tickets de support, de ce genre de choses qui peut arriver comme ça, quoi. Mais ça se fait comment ? Comment on fait l'alerte ? C'était plutôt au niveau du support. Le mail, c'est une info. J'imagine tous les matins, tu checkes que tout est OK. Ouais, c'est ça. Donc non, pour moi, c'était clair, mais peut-être à compléter. Alors, on vérifie certaines choses. On vérifie pas tout. Notamment, là, je vous ai montré tout à l'heure, je vous les ai pas montré d'ailleurs parce que je sais qu'ils sont pas à jour, des indicateurs sur les taux de variants qui datent d'il y a un mois maintenant, parce que la donnée est plus mise à jour par le site de DataGouv. La donnée est plus mise à jour. Il ne publie plus parce qu'on fait plus les tests, parce que maintenant on sait que le variant anglais, je sais plus, c'était de bêta, mais est majoritaire, donc ça sert plus à rien de traquer les variants, donc ils ne le font plus. Et donc ça, par exemple, on n'a pas l'info de savoir que cette donnée est plus mise à jour, parce que ce qu'on cherche, nous, c'est l'intégrité du fichier. Savoir si on en a rajouté des colonnes, si on en a enlevé ou pas.
Les valeurs qui sont à l'intérieur, ça, on ne peut pas trop les monitorer, hein, parce que voilà, on n'a pas d'alerte pour dire attention, cette donnée est plus mise à jour depuis 6 mois, parce que ça serait beaucoup plus compliqué de le faire. C'est pas impossible, mais bon, on cherche aussi un peu l'économie de temps là-dessus. Donc voilà. Donc on a des alertes, mais on n'a pas des alertes sur tout. Des fois, il faut l'œil humain, hein, qui est un peu irremplaçable. Donc des fois, on a Mathieu au market qui nous appelle et qui dit ah tiens, cet indicateur il est plus mis à jour, pourquoi? Donc on va voir aussi des fois. Donc les alertes, c'est bien, ça couvre 80-90% des erreurs qui peuvent apparaître, mais bon, il y a toujours 10% et il faut rester vigilant, quoi. Si dans un fichier il y a 100 millions de morts en France, Ça passe, ça passe. Et d'ailleurs, dernièrement, on a vu là que, je n'ai plus la date, ça devait être le 20 mai, Santé publique France a fait un rétropédalage de 348 000 cas de Covid, parce qu'ils comptaient en double en fait sur des personnes qui faisaient des tests un peu régulièrement, voilà, donc plusieurs fois par semaine. La pseudonymisation des données, j'ai beaucoup du mal avec ce mot. Donc c'est le fait, voilà, dans les systèmes d'information en open source comme ça, il faut faire attention. Maintenant, on a le RGPD, on a tout ça. Il faut faire attention que les données ne soient pas nominatives. Donc, leur système de pseudonymisation de données n'était pas au point. C'était un peu des trucs un peu ridicules. C'était avec des noms, des prénoms, et donc ils faisaient des indicateurs comme ça, et ils avaient des doublons, parce que des fois, le nom était rentré en majuscule, des fois pas. Et donc, du coup, pendant très longtemps, voilà, sur certains mois, ça s'est accumulé. Et ils sont arrivés jusqu'au 20 mai, où ils se sont rendus compte qu'ils avaient un delta de 348 000 cas de Covid au niveau de la France, quand même. Donc, c'est pas rien. Quand on parle de GI décisionnel, des deltas comme ça, voilà. Donc, ça a un peu été passé sous silence parce que les courbes, finalement, la dynamique des courbes était la même. Mais ça aurait pu être un peu plus dramatique, quoi. On aurait pu rester en confinement un peu plus longtemps juste parce qu'ils n'arrivaient pas à faire des indicateurs, des identifiants, quoi. Donc voilà, la data prep a aussi ses dangers. Il faut aussi faire attention à ce qu'on fait. C'est une petite question un peu complémentaire. Est-ce qu'avec la maîtrise que vous avez de l'analyse géographique, et surtout avec la partie population justement, vous pourriez demain avoir un petit module pour les plus grosses aberrations? Parce que dès qu'on travaille sur de l'open data, même public, on trouve il y en a plein d'aberrations. Oui, bah oui. Alors, trouver les aberrations dans les données, c'est ce qui est le plus compliqué, hein, parce que on n'a pas des modules pour ça. Oui, pourquoi pas. Bon, là, c'est un cas spécifique, hein, quand même. Donc, c'est un cas où on n'a pas la maîtrise de la donnée, ni nous, ni nos clients. Donc, on prend des données qui sont vraiment publiques dans l'open data. Et donc, c'est pas les seules sources en open data qu'on a chez nous, hein. On a des bases socio-démo, on a des tas de choses comme ça. Donc, effectivement, ça nous arrive d'avoir des aberrations dans ces sources de données. On n'a pas encore trouvé le moyen de les repérer et de les corriger automatiquement. Ça serait un peu idéal, je suis bien d'accord. Oui, il y a des outils statistiques, hein, qui permettent de repérer les aberrations. Mais on est déjà dans l'analyse statistique, on n'est plus dans la data prep qui ne fait qu'intégrer des données dans un système, quoi. Ça, c'est compliqué. Les outils métiers, souvent d'entreprise, alors je pense au CRM, en fait, pour les connaître un peu, il n'y a pas ce paramétrage en amont. Et là, grâce à la carto, avant qu'elle soit catastrophique, c'est des trucs qu'on pourrait intercepter, quoi. Oui, c'est valorisant pour vous. Oui, bon, la carte, les outils d'analyse statistique permettent de repérer les aberrations, effectivement. Donc là, ce gap de 348 000 cas, on l'avait vu direct mais une fois que les données étaient passées, hein, nos courbes s'étaient effondrées. Mathieu m'a appelé, m'a dit qu'est-ce qui se passe avec les données. On a dû aller chercher sur Internet la raison, parce que la donnée n'explique pas tout. Il faut son contexte, il faut son explication aussi. Je vois que le sujet a beaucoup passionné, même également sur notre live YouTube. Alors, il y a une personne, Mélissa, qui aimerait voir ton organigramme. On n'aura pas le temps de l'ouvrir, mais on vous mettra en contact avec cette personne. Je sais aussi qu'il y a eu des commentaires, notamment sur le choix des données représentées. Une personne qui précise qu'il aurait été également intéressant de faire la dynamique sur le nombre de nouveaux cas. Donc, c'est le nombre de nouveaux cas
Covid, parce qu'on fait effectivement un cumulé. Donc voilà, je passe l'information, mais sachez pour les personnes qui nous suivent à distance qu'on répondra et qu'on vous mettra en relation avec Mélissa.